Feu vert de Washington et Berlin, 31 chars côté américain et plusieurs léopards attendus pour l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky salue cette décision. Le régime de Téhéran a sanctionné plus de 25 personnalités européennes, une réponse après des sanctions de Bruxelles imposées lundi. Les manifestations antigouvernementales continuent au Pérou, des protestations sans violence cette fois-ci. La présidente Dina Boluarte refuse toujours de démissionner. C'était des annonces attendues par Kiev. Le feu vert de Washington et Berlin de l'envoi de chars Abrams et Léopard. 31 chars côté américain et plusieurs léopards dont on ignore encore le nombre exact. De quoi renforcer l'artillerie ukrainienne. Mais cela prendra des mois avant l'arrivée de ces chars et l'entraînement indispensable des forces armées sur le terrain. Et pour le président ukrainien, le temps presse. La clé est maintenant la vitesse et les volumes. Rapidité dans l'entraînement de nos forces, rapidité dans la fourniture de chars à l'Ukraine et le nombre de chars. Nous devons former une telle force de chars, une telle force de liberté qu'après avoir frappé, la tyrannie ne se lèvera plus jamais. Une demande entendue par Washington qui veut commencer les entraînements au plus tôt. Ces chars ne vont pas arriver en Ukraine avant plusieurs mois. Mais les léopards ne mettront pas autant de temps à arriver que les Abrams. Nous ne perdons pas de temps en fait. Le Pentagone va bientôt commencer à former les troupes ukrainiennes sur les chars afin qu'elles puissent être en capacité d'accueillir ces blindés une fois qu'ils seront arrivés sur le champ de bataille. Ces livraisons de chars viennent clôturer des semaines d'atermoiement des partenaires de Kiev, car là-bas, à l'aube du premier anniversaire du conflit, on attend un vrai tournant. Le porte-parole du Kremlin minimise ces livraisons sur le terrain et le président Poutine dénonce de son côté une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. La réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Mercredi, le régime a sanctionné plus de 25 personnalités et entités européennes. Représailles après les sanctions occidentales de lundi contre des responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Ciblés par ces sanctions, des hauts dignitaires britanniques, des militaires et des parlementaires européens. L'intellectuel français Bernard-Henri Lévy et des membres de Charlie Hebdo ont également été visés. Une sanction sans conséquence pour ce parlementaire néerlandais lui-même impliqué. Les Iraniens ont peur et se sentent affaiblis. C'est pourquoi ils prennent ces mesures. Il est bizarre que le régime puisse croire que le Parlement européen peut être muselé. Le contraire est vrai. Je suis encore plus déterminé à poursuivre nos efforts pour qualifier les gardiens de la révolution pour ce qu'ils sont, à savoir une organisation terroriste qui terrorise son peuple et mène des actions terroristes également à l'extérieur de son territoire. Cette sanction a même renforcé chez le parlementaire son engagement à soutenir le peuple iranien contre le régime. Il n'y a pas vraiment d'impact parce que je me sens encore plus déterminé à continuer de soutenir les Iraniens qui résistent et luttent pour leur liberté. Donc je pense que politiquement nous serons encore plus motivés et ferons plus de bruit dans ce sens. Le gouvernement iranien a dénoncé des sanctions qui brisent la charte des Nations Unies. Le pays est secoué depuis 4 mois par des manifestations et une violente répression dans laquelle des centaines de personnes ont trouvé la mort. Donald Trump est de retour sur Facebook et Instagram. C'est en tout cas une possibilité désormais pour l'ancien président américain, annonce le groupe Meta, maison mère des 2 réseaux sociaux. Trump avait vu ses comptes supprimés après l'assaut du Capitole en janvier 2021 et lancé dans la foulée son propre réseau social. Réadmis sur Twitter il y a 2 mois, le candidat à la prochaine élection présidentielle va donc pouvoir récupérer son compte Facebook quelques jours après en avoir fait la demande. Les manifestations antigouvernementales se poursuivent au Pérou. Les revendications, la démission de la présidente Dina Boluarte, des élections immédiates et la dissolution du Congrès.
Cette colère fait suite à l'arrestation de l'ancien président Pedro Castillo le mois dernier et l'arrivée au pouvoir par la force de Boluarte. La crise politique que connaît le Pérou pourrait transiter par la voie de la violence, de la mort et de la destruction, ou bien elle peut être résolue dans la paix, le dialogue et la démocratie, de la manière que notre pays a toujours privilégiée. Les manifestations de ce mercredi ont été pacifiques pour la plupart, mais depuis le 7 décembre et le début du mouvement de protestation, une cinquantaine de personnes ont été tuées. Voilà ce que nous demandons, la justice pour tous les frères qui ont perdu la vie, et nous demandons aussi qu'il n'y ait plus de massacres dans la ville de Juliaca, dans le département de Puno. Nous luttons. Le peuple a raison, le Pérou doit se lever et soutenir les frères qui viennent des provinces parce que le gouvernement maltraite M. Pedro Castillo. Ils l'ont emprisonné. De nombreux manifestants sont des partisans de Castillo. De son côté, la présidente refuse de démissionner. Elle demande une trêve nationale pour tenter de rétablir le dialogue. Une attaque meurtrière à l'arme blanche en Espagne. Un homme armé d'une machette a tué un sacristain et blessé un prêtre et plusieurs personnes à Algeciras, une ville de l'extrême sud de la péninsule ibérique. L'assaillant a été désarmé puis arrêté par la police. Selon des médias locaux, il s'agirait d'un Marocain âgé d'environ 40 ans. Tout juste avant 19h, heure locale, le suspect entre dans l'église de San Isidro et blesse gravement un prêtre. Il se rend ensuite dans une deuxième église, celle de Nuestra Señora, à 5 minutes de la première. Là, le sacristain parvient à fuir, mais il est rattrapé à l'extérieur et mortellement blessé. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour fait présumé de terrorisme. Le maire d'Algeciras a décrété un jour de deuil et invité les habitants à se rassembler à midi devant l'église du sacristain décédé. L'homosexualité n'est pas un crime. Déclaration du pape François ce mardi, interrogé par l'agence de presse AP. Le souverain pontife a condamné les législations criminalisant l'homosexualité, les qualifiant d'injustes, une première pour un chef du Vatican. Mais le pape François a tout de même souligné que l'homosexualité constituait un péché selon l'Église. Admettant que certains évêques à travers le monde soutenaient ces lois au nom du catholicisme, le pape François les a appelés à changer et à reconnaître la dignité de chacun. Mais l'Église reste opposée à la célébration d'unions de personnes de même sexe. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ce mercredi recevables les plaintes de l'Ukraine et des Pays-Bas contre la Russie. Kiev accuse Moscou d'avoir une responsabilité dans des attaques militaires illégales et des exactions commises dans le conflit avec les séparatistes pro-russes dans le Donbass à partir de mars 2014. Le gouvernement néerlandais a lui saisi la Cour au sujet du vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu par un missile le 17 juillet 2014. La tragédie avait fait 298 morts, dont 196 ressortissants néerlandais. En novembre dernier, un tribunal aux Pays-Bas a condamné en leur absence 2 Russes et un Ukrainien à la prison à perpétuité. Le centre historique d'Odessa a été inscrit ce mercredi sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO en raison des menaces de destruction planant sur le site depuis le début de l'invasion russe. Surnommée la perle de la mer Noire, la ville portuaire ukrainienne bénéficiera désormais d'un plus haut niveau de protection de la part de la communauté internationale. Il y a un premier enjeu qui est symbolique, qui est celui de dire cette ville appartient au patrimoine mondial. Il y a aussi tout un enjeu juridique de protection parce qu'il y a des conventions du patrimoine mondial. 194 États sont membres à cette convention et il y a une obligation pour tous les États qui en sont membres de ne pas porter de destruction délibérée à ce patrimoine. Le ministre ukrainien de la Culture, Oleksandr Tkachenko, s'est félicité de cette décision. Ils tuent nos citoyens, ils endommagent notre patrimoine culturel, nos sites, nos maisons, et ils veulent continuer à le faire, a-t-il déclaré. Et j'espère vraiment que le parapluie de l'UNESCO, le bouclier bleu, pourra protéger le ciel d'Odessa et Odessa elle-même.
De son côté, Moscou a dénoncé une décision politique. La Russie est la seule à avoir voté contre l'inscription d'Odessa au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. 6 membres ont voté pour, 14 se sont abstenus.